je suis Mathieu Stéphanie et j'ai le plaisir de vous présenter Génération Do It Yourself, le podcast qui décortique le succès des personnes qui ont fait le grand saut. Que ce soit des entrepreneurs, des sportifs ou encore des artistes, je vous propose, sous forme d'interviews sans filtre, de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. Mon objectif est de comprendre leur mode de pensée, leur organisation ou encore leurs outils et de vous proposer un véritable MBA des échecs et des succès de ces invités. Ce podcast vous est présenté par Cosa Vostra. Cosa Vostra est un cabinet de conseil, un studio qui conçoit et développe vos projets digitaux et une agence de communication et de growth hacking. Avec plus de 30 collaborateurs répartis entre Paris, Londres, Bordeaux et Tunis, Cosa Vostra réveille la start-up qui est en vous. Pour plus d'informations, tapez COSA VOSTRA un peu partout sur Internet. Pour soutenir Génération Do It Yourself, merci de vous abonner gratuitement sur votre application podcast, disponible en natif sur tous les iPhones et iPads, sur Deezer ou encore SoundCloud, et surtout à noter et partager autant que vous voudrez. Bonne écoute sur Génération Do It Yourself. Bonjour, je suis aujourd'hui chez Serena Capital avec Marc Fournier. Bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, donc Marc Fournier, j'ai 46 ans. Je suis né aux États-Unis, d'une mère américaine, d'un père français. Et après quelques années aux États-Unis, j'ai passé le reste de mon enfance en France. Et voilà, j'ai passé mon bac en France. Ensuite, j'ai fait des études aux États-Unis en sciences politiques et en relations internationales. Suite à ça, je suis revenu en école de commerce en France, à l'ESCP. Et j'ai fait aussi des études de sciences politiques. Et après ça, j'ai lancé ma carrière de entrepreneur. tu es parti à quel âge des États-Unis la première fois ? J'ai fait en fait beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et la France, donc vraiment biculturel. Avec donc j'avais 2 ans quand je suis revenu en France, mais avec des étés passés aux États-Unis. Et juste après mon bac, j'ai passé 4 ans après aux États-Unis, à Boston en particulier. C'est un peu le fief familial. D'accord. Et ensuite, dans ma carrière, j'ai passé 5 ans dans la Silicon Valley. J'ai passé 1 an et demi à Miami. Voilà, donc bouger un peu partout aux États-Unis et passer de nombreuses années finalement au total sur le territoire américain. D'accord, et donc tu es revenu en France d'abord pour suivre ta famille, ensuite par choix pour les études Ensuite par choix pour les études et puis aussi pour je voulais avoir des enfants en France parce qu'il y avait le contexte familial qui faisait qu'il y avait beaucoup de grands-parents. Et c'était une bonne manière de revenir en France, d'être proche des grands-parents et d'avoir un fief familial élargi. D'accord. Et l'ESCP, donc c'est par là, nous on se connaît par le biais de l'USCP en l'occurrence. Absolument. Où tu m'as avec ton associé Xavier l'orphelin gentiment invité à coacher les élèves du Master Innover Entreprendre. Et toi, t'as gentiment accepté. Écoute, j'en suis ravi, c'est une grande fierté pour moi. Quand tu y es allé, tu avais le choix aussi de peut-être aller sur des grosses universités américaines ou des choses comme ça. Le choix se fait comment à ce moment-là ? J'ai toujours eu un parcours vraiment biculturel et c'était un choix assez naturel pour moi d'avoir après quelques années d'études aux États-Unis de compléter mes études en France, ne sachant pas où j'allais faire ma carrière plus tard, d'avoir les doubles diplômes et donc d'avoir des diplômes qui puissent être associés à un pays ou l'autre et finalement ce choix-là, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'avoir un pied dans chaque pays et de pouvoir même aujourd'hui de retourner aux États-Unis et d'avoir des diplômes reconnus là-bas et d'avoir des diplômes reconnus en France. Donc ça c'est un bon compromis. D'accord. Donc toi tu es donc aujourd'hui franco-américain. Absolument. Et tu fais partie des personnes qui sont pour moi des vrais entrepreneurs pure race.
plusieurs choses me font dire ça. Alors, deux particulièrement, parce que déjà, tu as créé plusieurs entreprises, vendues, etc. Des fonds d'investissement. Alors, vous vous définissez chez Serena comme le fonds d'entrepreneurs, des entrepreneurs. Oui. Mais aussi vraiment une implication dans le terreau, les mains dans le cambouis pour aider les autres énormément, sans forcément, je le sais, je dis pas ça pour être sympa sur ce podcast, mais parce que je commence à te connaître, à t'avoir vu travailler sans forcément attendre un retour. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois à tes côtés. C'est quelque chose, l'entrepreneuriat, qui est un leg, qui est quelque chose, qui est un héritage de famille, ou c'est vraiment né tout seul? Je pense que dans la famille, il y a toujours eu un esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que ma mère a eu une carrière dans l'éducation, mais a toujours créé les postes qu'elle a eus. Et notamment, elle a dirigé de nombreuses écoles, notamment aux États-Unis, des écoles françaises aux États-Unis. Et mon père aussi a eu une carrière assez atypique, et donc qui lui a permis d'être en profession libérale, qui lui a permis de toucher à plusieurs activités. Et je crois que j'ai toujours été animé par cette idée de ne pas avoir un parcours linéaire. J'ai toujours souhaité avoir un parcours, alors pas forcément chaotique, mais un parcours différent, et de créer mon propre parcours. Je me suis jamais imaginé rentrant dans une société très jeune et suivant une trace très prédéterminée par quelqu'un d'autre. J'ai suivi des opportunités, j'ai créé des opportunités. Et de fil en aiguille, j'ai créé ma propre carrière. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir suivi cette voie-là. Ça m'a permis de m'exprimer pleinement. Et surtout, il y a une passion depuis le jeune âge sur l'entrepreneuriat. D'accord. Et elle s'est matérialisée comment pour la première fois? Alors, est-ce qu'avant tes entreprises, il y a déjà eu des choses, Non, mais bien sûr, je dirais que à l'âge de 10 ans, j'allais au Prise Unique, parce que Prise Unique existait encore, et j'ai acheté des sirops Tesser et du Pulco, et je les vendais, rajoutais un peu d'eau, et je les vendais à côté des terrains de tennis en plein été. D'accord. J'avais la chance d'avoir une forêt à côté de chez moi, et je ramassais des châtaignes, et je faisais du porte-à-porte dans la résidence pour vendre les châtaignes que j'avais cueillies. Au printemps, je faisais la même chose avec des fleurs. Et en fait, j'ai toujours eu des petits boulots comme ça. J'ai travaillé sur les marchés vers 15-16 ans à ramasser notamment les poissonniers, des travaux pas très glorieux, mais qui étaient plutôt bien payés. Donc je récupérais quelques dizaines de francs en me levant tôt le samedi matin pour aller faire les marchés. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai acheté des voitures, après un peu plus vieux, j'ai acheté des voitures aux États-Unis que j'ai revendues en France. Donc c'était des petits boulots, et cette idée de créer, de construire m'a toujours animé, et ensuite j'ai essayé de faire ça mais à plus grande échelle, et de le professionnaliser un peu. Et donc en fait ma première vraie société, celle sur laquelle j'ai eu un cabis, n'a été créée qu'en 94, et j'avais 23 ans. C'est tout. Non, mais finalement c'était à la fois tôt mais tard par rapport à ce que j'avais déjà essayé de faire avant. Ouais. Et c'était une société qui faisait de la formation en langue. Alors on va y revenir tout de suite, mais je pense que ce que tu expliquais avant, c'est un truc qui te définit pas mal, que je retrouve aussi dans ce master Innover Entreprendre, et que j'essaye de suivre aussi depuis longtemps. Mais vraiment d'avoir les mains dans le cambouis, c'est quelque chose où en l'occurrence on sent que tu pousses parmi les plus jeunes à arrêter de temps en temps s'emmerder sur le nom, le logo, la couleur du machin, etc., mais juste sortir de chez eux, aller faire du porte-à-porte, taper chez les voisins, taper chez les commerçants, faire des choses pour voir si le proof of concept, qu'on va appeler, mais si ce qu'ils sont en train d'essayer de démontrer va fonctionner, s'il y a une attente en face, c'est vraiment quelque chose qui te pousse, j'ai l'impression, un moteur. Non, tout à fait. Je crois qu'il y a un côté extrêmement pragmatique. Chacun trouve un peu son bonheur dans la chaîne
de fabrication d'une start-up. Certains sont plus gestionnaires, certains sont plus créateurs, certains sont plus dans le développement. Et en fait, là où je me retrouve le plus, c'est dans la capacité à prendre un morceau de papier et à le transformer en société. Et ça, ce challenge-là, c'est celui qui est, je trouve, le plus excitant. C'est d'être assis à table avec des amis à un dîner et de parler d'une idée, et le lendemain se retrouver après que la bouteille ait bien été cuvée. Le lendemain, on se retrouve et puis on se dit tiens, ça y est, on lance, et on prend un morceau de papier, on écrit les idées, et au lieu de passer beaucoup de temps effectivement sur des choses assez théoriques ou sur des choses très administratives, l'idée c'est de lancer tout de suite la société pour voir si elle peut fonctionner. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement concret le plus rapidement possible. Finalement, le plus important, c'est de récupérer le chèque le chèque du consommateur, du client final. Est-ce que le client, ça l'intéresse ou pas? Tout le reste autour n'est que c'est pas des embêtements, mais c'est des choses qui viennent après, qui sont indispensables pour le développement de la société par la suite, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que on prouve que la société peut fonctionner ou non. Aller de 0 à 1, comme dirait Peter Thiel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est vraiment ça. Exactement. From 0 to 1. C'est exactement ça, c'est de passer d'un morceau de papier à une création de société. Et ça, il faut être le plus pragmatique possible, le plus quick and dirty. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a bouclé la boucle, c'est ce que j'essaie d'enseigner, c'est une fois qu'on a bouclé la boucle, après, on peut optimiser. Je dirais qu'il n'y a même pas besoin d'avoir des grandes marges ou de la grande rentabilité sur le premier euro de chiffre d'affaires. Il s'agit surtout d'avoir ce premier euro de chiffre d'affaires. C'est une discussion que j'avais sur un autre sujet avec Grégory Mollet-Viéville, où à un moment on faisait la remarque que le plus dur dans un jog le matin quand on part tôt, par exemple, c'est de mettre ses baskets. Et je trouve que le comparatif est intéressant parce que dans une boîte, combien de personnes on entend autour de nous qui disent j'aimerais faire ça, je pourrais faire ça, etc., etc. Et ils sont même pas au bout de papier, ils sont vraiment sur beaucoup de paroles. Et il y a des moments, ils vont même de temps en temps aller réfléchir très loin sur les choses sans jamais lancer le projet. Et finalement, de temps en temps, en lançant, comme tu dis, quick and dirty, lançant assez vite son projet, on va en tirer un nombre d'enseignements qui sont assez incroyables. Et je crois que c'est pas mal que ce soit les jeunes que tu coaches hors ou dans le master, la dynamique en effet, et je trouve ça hyper intéressant. Alors revenons sur ta première start-up, oui, c'était une start-up puisque c'était une jeune pousse en tout cas. 94, tu as 22 ans? À peu près 23 ans, 23-4 ans, ouais. Donc tu es sorti d'études, t'as bossé pour quelqu'un d'autre, t'avais déjà fait des petits boulots, des petites choses, t'as bossé pour des poissonniers sur les marchés, mais est-ce que t'as une carrière qui a commencé ou tu t'es lancé directement? Alors je me suis lancé directement, en fait j'avais, à l'époque j'étais en 3e année à l'ESCP, j'étais en 2e année à Sciences Po, ouais. Et j'ai lancé une start-up, une société. Et en ESCP, fait, Sciences Po en même temps. Oui, j'avais fait les deux en même temps. Donc à faire. Et ça permet de gagner du temps. J'ai pas terminé Sciences Po. D'accord. Et essentiellement parce que j'avais monté une société et la société c'était vraiment du purement pragmatique et opportuniste. Ça n'a pas été réfléchi mais ça s'est fait très naturellement. En fait, je donnais des cours d'anglais pour arrondir mes fins de mois. D'accord. D'étudiants pour payer des coups à boire aux copains. Et on a un jour un de mes étudiants m'a dit écoute, voilà, je suis patron d'une agence de pub. Est-ce que ça te dirait de venir enseigner 40 heures par semaine? Donc arrête tes écoles et viens enseigner 40 heures par semaine. Et à l'époque, le contrat qui m'avait été proposé était de taille assez importante puisqu'il y en avait presque pour
100 000 euros, un peu moins de 100 000 euros. Donc, c'était en francs. On était à 550 000 francs. C'était un énorme contrat. Et en fait, je savais pas tellement comment réagir. Et je lui ai dit, écoute, donne-moi 2 semaines et je réfléchis. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai pas dormi. J'ai été hyper actif. J'ai dû dormir 1 heure par nuit. Et en 2 semaines, j'ai créé une méthodologie qui avait été empruntée à droite, à gauche, dans différents endroits. J'ai recruté des professeurs de haut vol qui étaient essentiellement des amis à moi, qui étaient anglophones, de langue maternelle. Et je suis retourné le voir 2 semaines plus tard. Et oui, et j'ai aussi regardé non, j'avais pas encore regardé la partie administrative, mais je suis allé retourner le voir avec 2 contrats. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je viendrai pas à 40 heures par semaine. Par contre, je te propose une méthodologie adaptée à la publicité et je te propose de suivre tes étudiants dans le temps. Et il y avait 2 contrats sur la table. Les 2 étaient pour le même montant d'argent. Et il y en avait un qui proposait 2 fois plus d'heures. Et il m'a dit, ok, voilà, je vais prendre celui qui va prendre 2 fois plus d'heures, mais quel est le truc derrière? Qu'est-ce qui fait que je choisirais celui-là? Et je lui ai dit, écoute, voilà, je te propose 2 fois plus d'heures pour le même prix, mais en contrepartie, tu m'amènes avec toi aux soirées des agences de pub qui à l'époque étaient bien arrosées, et tu m'aides à signer 5 contrats dans l'année qui vient. Et en fait, dans l'année qui est arrivée, déjà, il a accepté. Et dans l'année qui est arrivée, on avait signé 15 des 20 plus grosses agences de pub à Paris, en France. Et la société était archi lancée. C'était de la formation continue, donc. C'était de la formation continue en entreprise. Et on est parti là-dessus. J'ai embauché. On s'est retrouvé très vite avec une quinzaine de profs, avec pas mal de chiffres d'affaires. Et l'aventure est partie là-dessus. Et on retrouve le pragmatisme, hein, quelque part. C'est voilà, on te pose une problématique, tu reviens avec 2 contrats, il y a plus qu'à signer finalement. C'est ça. Qui est, je pense, quelque chose où beaucoup d'entreprises et de temps en temps on revient là-dedans, même un peu naturellement, mais on tourne autour des contrats, on tourne autour des choses comme ça, alors que de temps en temps il faut mieux mettre la première pierre, le contrat, et puis après on s'arrange. Donc bravo. Donc 22 ans, t'as réussi à faire ça, et du coup t'as tout arrêté tes études, tu as arrêté Absolument Sciences Po. pas. Donc j'ai dû arrêter Sciences Po parce que j'arrivais pas à suivre les 3 en même temps. Ouais. Pourquoi Sciences Po? C'est quoi en fait, le choix? j'étais en 3e année à l'ESCP. Il me restait encore 2 ans à faire, ou 1 an et demi à faire à Sciences Po. J'avais adoré intellectuellement les études qui étaient là, que je suivais à ce moment-là, mais voilà, j'avais un choix à faire et j'ai pas réussi à tout faire. Voilà, donc j'avais une société avec 15 personnes, j'étais en dernière année de l'ESCP, j'ai reporté mon année de Sciences Po, et comme la société marchait bien derrière, j'ai pas repris mes études derrière de Sciences Po. On va la reprendre encore ou... Avec plaisir. Je suis pas sûr qu'ils m'acceptent aujourd'hui, mais si, j'en suis certain. Ça serait avec grand plaisir. On en parlera. D'accord. Et donc, comment s'appelait cette société? Easy English. Easy English, ok. Ouais. 94. Et là, c'était pas du tout digital? Alors, pas du tout digital, sauf qu'on a été les tout premiers, quasiment en France, à avoir un site internet. D'accord. Parce qu'on avait donc l'internet, le email commençait tout juste à se développer, et on a été un des tout premiers à avoir www.easyenglish.com, je pense. Et il y avait 3 pages. Un beau nom de domaine qui vaut très cher aujourd'hui. Hein, oui, que j'ai laissé tomber depuis, malheureusement. Et puis voilà, donc on était un peu en avance là-dessus, et puis surtout j'avais un copain qui bidouillait tout ça et qui nous avait mis notre premier site. Donc voilà, donc pas du tout digital, mais on faisait quand même déjà un peu de digital. Et donc du coup, ton premier client, en fait, c'est intéressant. C'est ce que j'essaie de chercher souvent dans les conversations que je vais avoir avec des personnes autour de ce podcast. Toi, t'as vraiment commencé par ça. C'est-à-dire que de temps en temps, sur certains invités, on va parler d'un an de développement, 2 ans de développement avant de signer son premier client. Toi, t'as signé par le premier client, puis t'as développé ensuite. Enfin, même si t'avais eu 2 semaines de gestation en amont. Il y a différents. Ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a différents problèmes à avoir. Il y a des bons problèmes à avoir et des mauvais problèmes à avoir.
le mauvais problème, c'est de ne pas avoir de clients. Ça paraît évident, mais paraît évident, mais là où d'autres auraient plutôt dit mais oui, mais j'ai je vais te raconter une petite anecdote. J'ai pas payé mes URSSAF pendant près de 12 mois. D'accord. Et non pas que je cachais, c'est que je savais pas tout à fait comment faire. Et au bout de 12 mois, j'étais concentré sur les clients. Je voulais chercher du chiffre d'affaires. Et je suis allé aux URSSAF. J'ai pris rendez-vous. J'ai dit, j'avais une dame très gentille dont je me souviens plus du nom, mais qui était vraiment très compréhensive. D'accord. Et je lui ai dit bonjour, voilà, je m'appelle Marc Fournier. J'ai monté une société il y a 1 an. On fait tant de chiffre d'affaires. J'ai une quinzaine de salariés. Je n'ai pas payé mes URSSAF. Je les ai même pas déclarés. Vous ne m'avez même pas sur votre radar. Je suis vraiment désolé. Je suis là juste pour régulariser. Parce que là, j'ai un peu plus de temps et je veux bien faire. Donc, la dame a tout à fait compris. Elle m'a déjà félicité d'avoir créé une quinzaine d'emplois dans un pays où il y avait... Ils étaient tous salariés. Ils étaient, oui, tous salariés ou à mi-temps, mais il y avait une logique de salariat. Incroyable. Et on avait... j'ai pas eu de pénalité de retard, mais ça a été une discussion extrêmement constructive qui s'est faite et ça m'a permis d'avancer par la suite. Et après, j'ai toujours payé à temps, etc. Mais l'idée, c'est quand même de mettre dans le bon ordre les choses. Ne pas avoir, par exemple, le premier chèque que j'ai eu, je n'avais pas créé de société. Et je pouvais pas encaisser le chèque parce que j'avais même pas de compte en banque. Mais c'était plus important pour moi d'avoir ce chèque entre les mains que d'avoir le compte en banque pour l'encaisser. Et au bout de 3 mois, le chèque est arrivé à expiration. J'avais entre-temps monté les statuts, etc. J'ai monté la société. Je suis retourné voir mon client en lui disant « Tiens, j'ai oublié d'encaisser ton chèque. Est-ce que tu pourrais m'en faire un nouveau ?» Ce qu'il a fait sans hésiter. Mais mon point, c'est tout simplement de dire que le bon problème, c'est d'avoir un client qui est prêt à payer. Ça, c'est des bonnes choses à avoir. Ne pas avoir de statut, d'organisation, etc. Oui. C'est pas grave. Tout ça, c'est pas des choses qui sont très importantes finalement. Ce qui est important, c'est que le client soit satisfait. Et ça paraît. Quand tu le dis, c'est que du bon sens. Ça va de soi. Mais en effet, je pense que l'ultra majorité en tout cas des néo-entrepreneurs, se mettent comme barrière et comme étape avant de mettre les mains dans le cambouis. Je dois avoir mes statuts, je dois avoir un comptable, exactement. Je dois avoir un avocat, je dois poser mon nom à l'INPI, je dois avoir exactement. Un logo, je dois avoir mon site en ligne, etc., etc. Et en fait, beaucoup de personnes autour de moi, j'essaye de leur dire que et en fait, même quand je leur dis, ils me regardent en me disant, mais il est complètement con, il a rien compris. Enfin, je sais pas si, mais en fait, je partage tellement cette approche, mais c'est pas facile à transmettre, ça. C'est pas facile à transmettre et je me suis rendu compte au fil des années que c'était surtout une problématique de personnalité. C'est qu'il y a des personnalités qui ne peuvent pas rentrer dans cette logique-là, qui ne veulent pas rentrer dans cette logique parce que ça les rassure pas. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu une aventure. C'est une aventure humaine, c'est une interaction, et puis surtout, c'est créer son propre chemin. Il y a plus beaucoup d'aventures sur notre planète qui n'ont pas déjà été réalisées par d'autres. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un des derniers bastions où on peut encore faire des choses qui n'ont jamais été faites par d'autres. Donc il y a cette excitation-là, mais il y a cet inconnu qui fait peur à beaucoup de monde, et même aux entrepreneurs les plus aguerris, et certains embrassent cette peur, cette excitation, et s'en servent comme moteur pour avancer, et d'autres ont besoin d'entourage, donc ont besoin de tous les éléments que tu as mentionnés là, d'un logo, des statuts, de toutes ces choses-là, pour se dire ça me rassure dans ma démarche. Oui. Donc c'est une question de personnalité, et malheureusement c'est aussi une question d'allocation de ressources qui sont relativement faibles au début. Est-ce que je dépense 5 000 € sur mon avocat pour avoir des statuts, des pactes et autres bien ficelés, ou est-ce que je dépense 5 000 € pour aller chercher mon premier client? Tout à fait. Il y a des discussions qu'il faut avoir en effet
dans des phases amont quand on est plusieurs, notamment, c'est commencer à entrevoir une répartition de capital ou de choses comme ça. Faut pas l'avoir trop tôt, mais faut pas l'avoir trop tard, parce qu'on peut aussi arriver à un moment où il y a un type qui dit ah mais non, mais moi je prends 90%, on est deux, c'est normal, t'as 10, j'ai 90. Je veux dire, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut un petit peu prévoir, mais en effet, je pense que... il faut séquencer, mais exactement. Il faut trouver le bon ordre des choses, mais le plus important, ça reste quand même le client. Et alors, on dit souvent que quand tu sors d'école, c'est bien, si je prends le chemin traditionnel, ouais. Tes parents te diront, les miens en tout cas, il faut avoir un premier job, il faut comprendre la vie du travail, il faut comprendre la vie de l'entrepreneur, de l'entreprise. Tu peux pas lancer une entreprise sans avoir bossé dans une entreprise avant, etc. Toi, t'as grillé un peu toutes ces étapes. Quel est d'abord, première question, ton point de vue là-dessus, et deuxième question, comment tu vis quand t'as 22 ans ou 23 ans ou même 24 ans après, mais avec 15 employés qui sont tous probablement plus âgés que toi, peut-être plus plus expérimentés et voilà. Écoute, ça c'est aussi l'avantage d'être jeune, c'est qu'on se rend pas compte d'un certain nombre de choses que l'on fait. On le fait par insouciance ou par inconscience. Effectivement, mon premier job, j'ai jamais fait de stage en entreprise ou quoi que ce soit. J'ai mes stages, je les avais fait en gagnant mon argent de poche dans différents boulots. Et en fait, mon premier job, c'était un job de CEO. Comment est-ce qu'on commence sa carrière comme CEO? En fait, je m'en suis même pas rendu compte à l'époque. Alors, c'est une SARL, donc ça s'appelait pas CEO, mais gérant. Ça faisait peut-être moins peur que CEO. Et ensuite, l'idée, ça s'est fait naturellement, ce pragmatisme-là s'est fait naturellement. Et en fait, le conseil que j'essaie de donner aux élèves qui viennent me voir et qui me parlent de plan de carrière, justement, à 22, 23, 24 ans, c'est qu'il vaut mieux ne pas avoir de plan de carrière jusqu'à l'âge de 30 ans. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, il faut... Alors, ce 30 ans, c'est complètement arbitraire. C'est un chiffre parmi d'autres, mais c'est vraiment... L'idée, c'est de démarrer sa carrière en faisant tout à fond. Et il faut que tout soit fait à fond. Et à partir du moment où tout se fait à fond, même sans calculer, à ce moment-là, tout devient cohérent quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un super discours de Steve Jobs à Stanford. Je crois que c'est Stanford 2005. Ouais, ça doit être en 2005. Sur la remise des diplômes. Sur la remise des diplômes qui parle de connecting the dots. Et en fait, ça illustre bien cette idée de tout faire à fond, d'être passionné par ce qu'on fait, même si on peut avoir différentes passions, sans forcément avoir une logique linéaire de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est la passion finalement qui dicte là où on se trouve et non pas l'intellect par rapport à un plan de carrière prédéterminé. Et en fait, on se retrouve naturellement avec quelque chose de cohérent, parce que cette cohérence, c'est une cohérence personnelle. Sachant qu'en suivant ça, quelque part, on prend moins de risques aussi. Dans l'absolu, un plan de carrière, il est fait pour être... je vais exagérer, mais dans 90% des cas, il est fait pour être foiré parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la main nécessairement. C'est-à-dire, en tout cas, des gens peuvent décider pour toi, vont décider pour toi si tu peux aller à la prochaine étape, si tu peux faire ça, si tu peux accéder à telle chose, si tu peux changer de telle boîte pour aller chez Danone, chez Goldman ou chez voilà. Et alors que toi, tu sais que tu as cette valeur ou tu crois que tu as cette valeur. Et quand tu suis plus ta démarche de connecting the dots, finalement, on se dit aussi, je suis quelque chose qui est peut-être un peu plus instinctif quelque part, mais qui nous mène à un endroit où on a envie d'aller plus que où on s'efforce à aller. Là aussi, c'est une histoire de personnalité. Mais je dirais que dans l'évolution du marché du travail actuel, le plus important, ça va être d'apprendre à changer. Apprendre à évoluer, et je crois que les prévisions disent que les jeunes aujourd'hui vont changer près de 20 fois ou 25 fois de travail au cours de leur carrière.
Et donc le mot d'ordre vraiment, c'est la flexibilité, c'est la capacité d'apprendre et c'est de se réinventer en permanence. Donc ce que tu décris là comme étant genre les plans de carrière, effectivement, on est tributaire des autres. On se crée pas forcément. Alors il y a une certaine on est rassuré parce que finalement on travaille pour d'autres personnes, ce qui il y a rien de mal à ça, c'est-à-dire qu'il y a de très très belles sociétés où il fait bon être employé et suivre, mais je dirais qu'aujourd'hui, quel que soit si on décide d'être entrepreneur ou si on décide d'être employé, il va falloir être extrêmement flexible et se réinventer en permanence. Tout à fait. Je partage complètement cette approche. Et du coup, comment tu vis à 23 ans, 24 ans, ce fait, tu parlais d'insouciance, mais tu n'as aucun stress à avoir des gens qui sont plus âgés. Eux n'ont aucun stress à bosser avec toi. Tout s'est bien. Tout s'est bien passé. Ouais, non, ce qui s'est bien passé, je dirais que cette partie-là, c'est très bien passé. Au départ, j'étais seul sur ce projet, et puis très rapidement, j'ai fait venir trois amis d'enfance avec moi dans ce projet. C'était assez excitant. On a passé de très bons moments, et en fait, c'était plus un moment. C'était un moment pour tout le monde, et ce moment, c'était une aventure qui a duré que 2 ans finalement. D'accord. Parce qu'on a revendu la société, et on a revendu la société parce que tout le monde voulait partir sur d'autres horizons. J'en ai un de mes amis qui a décidé de partir au Bénin pour faire un peu d'humanitaire. J'en ai un autre qui a décidé d'arrêter ses études d'expert comptable. C'était notre DAF. D'accord. Pour devenir architecte. Ok. Donc c'est parti sur des chemins. Et puis finalement, moi, il y avait l'aventure de la Silicon Valley qui me tentait énormément. Et donc c'était une opportunité finalement. Et donc la société a été mise en vente. J'ai appelé les 10 plus gros concurrents sur le marché. Je leur ai dit, écoutez, voilà, on est prêt à vendre. Donc ça, c'était un lundi matin. Le lundi suivant, on avait 6 offres sur les 10. On avait 6 offres sur la table. D'accord. Et le lundi d'après, la société avait été vendue. D'accord. Donc c'est allé extrêmement vite. En l'espace de 2-3 semaines, on avait non seulement récupéré des offres, mais on avait fait un top là. Alors après, il y avait un peu de documentation juridique derrière, mais le processus est allé extrêmement vite. Tu n'avais pas de levée de fonds sur cette structure ? Non. C'était en fonds propres, perso, et puis c'était du conseil, c'était de la formation. Il y avait pas besoin d'argent au départ, et puis on a fait ça avec des bouts de ficelle, du bootstrapping comme disent les Américains, du début à la fin. Et donc ça se vend, je sais pas, d'un ordre de valeur, ça s'est bien vendu. Ça s'est très très mal vendu. Ouais. Parce qu'en fait tout ça a été pour moi une période d'apprentissage. Ouais. Et avec le recul, je savais absolument pas ce que je faisais. Et voilà, donc ça serait à refaire aujourd'hui. Je pense que j'arriverai à le vendre 10 fois le prix. D'accord. Et je pense que c'est l'ordre de grandeur. C'est probablement 10 fois le prix. Pourtant, l'offre et la demande, le fait qu'il y ait plusieurs offres, a pas fait que tu aies réussi à vendre plus cher. Mais j'ai pas poussé les offres. On avait eu une super aventure humaine. On s'était vraiment bien amusé. On avait trouvé une place sympa pour nos clients avec qui on avait noué des relations assez proches. Donc l'acquéreur, c'était l'Institut français de gestion, était le bon débarquement pour nos clients, et finalement on était tous contents, on a gagné un tout petit peu d'argent. D'accord. Et chacun est parti avec son petit montant, et notamment moi ça m'a permis d'atterrir dans la Silicon Valley et de démarrer une nouvelle aventure. Donc c'était pas tant l'argent qui était derrière, c'était vraiment la partie aventure et apprentissage. Si on revient en effet sur ma question de tout à l'heure, de savoir est-ce qu'il faut absolument passer dans une société en tant qu'employé pour apprendre, toi tu l'as fait toi-même. Donc à 25 ans, tu avais
créer une boîte, employer des gens, développer ton business, revendu ta boîte. Je veux dire, donc en 2 ans, finalement, ton expérience, tu te l'es faite toi-même et tu n'avais pas eu besoin de quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Et alors, j'ai fait toutes les erreurs, ou pas toutes, malheureusement, parce que j'en ai fait d'autres après. mais j'ai fait un grand nombre d'erreurs. Et puis, à regarder, à être précis, avec le recul, c'est de dire que, voilà, j'avais, c'était une super expérience. Voilà, on va plus mettre ça on va que regarder le côté expérience que le côté business. D'accord. Et donc, tu débarques dans la Silicon Valley, 97? Exactement, 97, exactement. Et 97, ouais, moi j'avais 18 ans, je découvrais l'email. Toi, t'étais déjà à Donf, donc. Et c'est quoi la Silicon Valley en 97? Alors, Silicon Valley 97, c'est un endroit de fou. On est en pleine bulle. Le côté on est capable de changer le monde a toujours existé dans la Silicon Valley et perdure encore aujourd'hui. Mais ça, je le découvre à ce moment-là. C'est en arrivant à la base, cet aspect où rien ne peut nous arriver et le centre du monde, c'est la Silicon Valley. Mais il y a combien, enfin, je veux dire, si tu dois dire, il y a 1000 personnes dans le business, c'est quoi? Enfin, je veux dire, la taille évidemment, c'est pas facile à matérialiser comme ça, mais il y avait l'eau courante et l'électricité quand même. Hein. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, aujourd'hui, la Silicon Valley, c'est quand même gigantesque. Il y a rien que chez Google, il y a peut-être autant de personnes impliquées dans le business qu'il y en avait au total à l'époque. Enfin. Non, la Silicon Valley, alors je me souviens plus exactement des chiffres, mais il y avait déjà, rien qu'en français, dans la Silicon Valley à ce moment-là, on était 70 000. Il y avait déjà 70 000 Français recensés au consulat dans la Silicon Valley. Donc il y avait déjà rien que en français une très grande population, avec déjà la East Bay qui était avec des sociétés biotech, avec Stanford et Berkeley et autres universités qui produisaient déjà un grand nombre d'ingénieurs. La Silicon Valley, elle démarre avec Hewlett-Packard et HP bien avant. Ouais, d'accord. Donc on est déjà sur une Silicon Valley qui a déjà une bonne trentaine d'années d'expérience avant que j'arrive en 97. Déjà, ouais. Par contre, il y a toute la révolution Internet qui arrive. Un de mes plus gros bonheurs à ce moment-là, c'était d'écouter France Info, parce qu'on pouvait déjà capter France Info. C'était un des premiers à voir. On pouvait cliquer sur le site et le lien France Info. Donc ça me permettait d'être connecté avec la France et la Silicon Valley. C'était fou. C'était fou. Il y avait de l'argent qui se levait partout. Il y avait pas vraiment de méthodologie. Et donc moi j'ai des anecdotes extraordinaires. J'ai rencontré un type, c'était un jeudi soir, un Anglais qui venait juste de sortir d'école, donc un petit jeune, parce que moi j'étais vieux, j'avais déjà 27 ans, il en avait 22 ou 23, et c'était un jeudi soir. Le jeudi suivant, alors, il avait un concept qui était génial de faciliter le e-commerce dans le monde. D'accord. Le jeudi suivant, j'avais levé $1 million pour lui, et le jeudi d'après, j'avais levé $17 millions. Donc en l'espace de 2 semaines, on avait levé presque un peu moins de $18 millions qui ont disparu après, mais sur un concept d'e-commerce, etc. Donc on a une époque où tout est possible et la technologie est bien trop en avance sur les adopteurs, les clients qui avaient pas encore, il y avait pas encore le smartphone. Et en fait, le smartphone, ça change tout derrière. Et on était un peu trop tôt. La Silicon Valley était un peu trop tôt, d'où la bulle Internet. Ce qui est assez fantastique d'ailleurs. Alors toi, tu l'as vécu de près, les yeux rivés dedans. Moi, je le voyais un peu plus de loin à l'époque, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de ces business, que ce soit les marketplaces tels qu'on les voit maintenant, que ce soit des business comme même Airbnb, même Uber, enfin, ou des choses comme ça, finalement, pouvaient être lancés à l'époque, mais Uber sans smartphone, ça peut pas marcher, quoi. Enfin, c'est ce que tu dis, et du coup, on a vu des espèces de chutes gigantesques mais finalement, même en France, plus proche, un Vivendi
dit, un Marc Messier qui essayait de rapprocher au début des années 2000 les contenus, les contenants, etc. C'est ni plus ni moins ce que refait Patrick Drahi avec Altis et Orange en ce moment. Donc c'est quand même assez marrant de voir tout ça avec le recul. Non, le timing était super important, mais c'était des moments très excitants sur lesquels là aussi la courbe d'apprentissage a été pour moi extraordinaire. Avec j'ai rencontré des gens fascinants parce que s'il y a une chose à dire sur la Silicon Valley, c'est la qualité des gens qui sont là-bas. Donc on est dans un tout petit microcosme qui fait 100 km entre San José et San Francisco, et dans ces 100 km il y a une concentration de gens qui sont brillants, et je dirais que c'est un peu pas du capitalisme parfait, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il y a zéro chômage, ou très très peu. Il y a juste des déplacements d'entreprise à entreprise. Donc il y a une fluidité des échanges intellectuels entre entreprises. Et surtout, quand on est bon, on peut monter très très vite et arriver au sommet très vite. Et je dirais que peu importe l'origine, peu importe votre âge, c'est un endroit où il y a que le mérite qui compte, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Voilà, c'est pas que du bon, mais en termes intellectuels, c'est un phénomène très intéressant à observer d'extérieur. Et c'est hardcore, enfin c'est dur, ou là t'arrives, quand tu débarques là-bas, il se passe tellement de choses que tu te laisses porter, et puis de toute façon t'as des opportunités dans tous les sens. C'est une fois de plus, comme c'est au mérite, ouais. il faut livrer derrière. On se laisse pas porter, quoi. Donc il y a certainement des gens qui arrivent à se laisser porter, mais chacun doit contribuer. Et c'est quasiment un mode de vie, en plus dans un cadre exceptionnel où il fait 300 jours de soleil par an, dans un climat tempéré, donc on est dans un environnement exceptionnel. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que tout le monde travaille dur. Alors pas forcément au nombre d'heures, on n'a rien à envier en France au nombre d'heures passées au travail. Par contre, tous les gens là-bas sont vraiment de qualité et cherchent à avoir des résultats et sont capables de tout bouger. Et donc tout est possible. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des types qui inventaient des vélos à 14 roues. J'ai vu des gens qui allaient faire voilà. Quand on regarde Elon Musk, c'est exceptionnel. On va sur Mars. Il y a aucun complexe à dire je vais faire une fusée puis je vais aller sur Mars et je vais coloniser Mars. Voilà, ça c'est un peu dans ce délire-là, avec des sociétés exceptionnelles qui sont sorties de là. Et donc grosse aventure. Et toi, donc tu débarques là-bas, tu parles par exemple de ce type que tu aides à lever 1 puis 17 millions de dollars. C'est quoi? C'est les prémices du venture capitaliste ou du qui sommeille en toi, ou c'est tu arrives là-bas pour faire quoi, en fait? En fait, je sais pas. J'arrive là-bas parce que l'endroit me plaît, parce que ma mère habite aussi sur place. Elle avait à l'époque repris elle était devenue directrice de l'école de la péninsule, donc l'école française de Palo Alto. Et donc c'était un point de chute, et donc assez rapidement je rencontre deux personnes, dont un qui est vice-président chez Intel, et il me dit voilà, on a une start-up, on a mis de l'argent dedans, elle va pas très bien, et on cherche quelqu'un pour gérer la boîte. Donc je reprends, ils me disent voilà les clés. Après un petit audit de 3 mois, je leur dis écoutez, la boîte va mourir si on continue sur cette trajectoire-là. Elle va mourir en 12 mois. Et si vous voulez, moi je peux tourner à droite. Ça risque de passer, mais en tous les cas, dans 3 mois, on saura si ça a passé ou si c'est mort. Donc ils m'ont dit écoute, vas-y, tourne à droite. On a tourné à droite et on s'est pris le mur. Donc la société est morte. Et en fait, ils avaient énormément aimé le travail que j'avais fait pour eux.
et la logique avait été faite derrière. Et en fait, l'échec n'a pas du tout été un problème. Alors que pour moi, c'était mon premier échec. C'était mon premier gros échec. Après avoir vécu une success story en France, là, c'était voilà. Et donc, je savais pas comment les gens allaient réagir. Et non seulement les deux avec qui je travaillais m'ont proposé d'autres postes, mais les gens à qui eux en ont parlé sont venus me chercher. Donc, en fait, j'ai été très hot parce que j'avais une success story et puis j'avais surtout un raté dans la Silicon Valley. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans d'autres sociétés, essentiellement dans le e-commerce, dans le monde du voyage. D'accord. Et l'aventure est partie là. Arrivé en 2000. Donc juste pour arrêter là-dessus, tu t'es pris une claque dans la gueule et t'as même pas eu le temps d'être sonné, quoi. En fait, et les mecs ils t'ont limite relevé, ils t'ont dit vas-y kid, qu'on reprend, continue. J'avais bossé dur et j'avais été transparent. Ouais. Et donc ces qualités-là, je les garde encore aujourd'hui, même par rapport aux investisseurs de Serena. Ils savent qu'on donne tout. Et ils savent qu'on est transparent et qu'on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise, ni à la hausse ni à la baisse. Et donc, on a à l'époque, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que j'avais annoncé la couleur à l'avant, j'avais dit écoutez, voilà, dans 3 mois, on risque de se planter, voilà ce qu'on va tenter, et cette transparence et le travail qui a été mis dedans a permis de rebondir. Donc effectivement, j'ai pas été sonné très longtemps, j'ai été très vexé. Donc grosse vexation par rapport à ça, et puis après il fallait retrouver du boulot et avancer. Et du coup, ça, ce que t'as appris, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on l'entend un peu partout, cette approche de l'échec américaine. Alors toi, tu l'as vécu. Je pense que ça rentre quand même petit à petit dans les mœurs en France, mais c'est toujours facile à dire. Je sais pas si t'as vécu beaucoup d'échecs par la suite, mais est-ce que tu prends pas une habitude, mais est-ce que tu l'acceptes plus facilement après? Ou est-ce que c'est toujours aussi dur? C'est jamais agréable, mais en fait, je pense que le propre de l'entrepreneur, au-delà de ses qualités à construire, c'est surtout sa qualité à tomber et justement à encaisser ses échecs. Je crois que ça c'est extrêmement important. C'est un peu un des sports qui me fascine, c'est le judo. Le judo, on apprend avant tout à tomber. Et à partir du moment où on apprend à tomber, on n'a plus peur. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut absolument apprendre à tomber très tôt et à se dire que la chute fait partie du processus de la réussite. Et l'échec doit faire partie du succès. C'est-à-dire qu'on n'a pas de succès si on n'a pas d'échec. Et si on n'a jamais d'échec, on n'est pas capable de se pousser, on n'est pas capable d'apprendre. L'apprentissage, l'échec est une partie intégrante de l'apprentissage et la capacité à avancer. Tout à fait. Je ne peux que plus soyer. Et j'ai noté, mais en effet, à partir du moment où on apprend à tomber, on n'a plus peur. Je pense que bon, c'est des choses qu'il faut aussi apprendre peut-être. Chacun éduque ses enfants comme il veut, mais en tout cas montrer que la chute, l'important c'est pas la chute comme dirait. Je crois que c'est cousin Hubert dans La Haine, mais c'est l'atterrissage. Hein, c'est vraiment ça. Écoute, tu allais parler donc en 2000, tu es reparti sur une nouvelle aventure du coup. Et en fait, en 2000, ce qui se passe, c'est que, alors un superbe thermomètre pour la Silicon Valley, c'est les bouchons sur la 101, l'autoroute qui va de San Francisco à San Jose, et en fonction de la quantité de bouchons, on peut déterminer si la Silicon Valley va bien ou pas. Et alors en 2000, les routes sont complètement bouchées et donc la Silicon Valley est au plus haut. Les investisseurs capital risque ne savent plus où donner de la tête et me demandent, parce que j'avais levé pas mal de fonds à ce moment-là en tant qu'entrepreneur, me demandent de faire un peu de due diligence. Et donc je commence avec justement Xavier L'Orphelin, donc on est peut-être pas en 2000 encore, on est en 98, 99. On commence à faire des due diligence pour des investisseurs capital risque.
qui nous demandent, qui voient des dossiers, qui les trouvent bien et qui disent écoutez, est-ce que vous pouvez vérifier un certain nombre de choses. Donc ça m'a permis de voyager un peu partout aux États-Unis. La due diligence, alors deux points. Xavier L'Orphelin, qui est ton associé actuel, que j'ai connu avant toi, qu'on salue, que j'aime énormément aussi. Et la due diligence, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est un process dans le process de rachat d'une entreprise. C'est en gros, on va aller regarder ce qu'il y a sous le capot, dans les détails, les chiffres, la compta, les ventes, les contrats, les clients, la technologie. Voilà. Donc effectivement, c'est toutes ces choses-là qu'on vérifie. Ça s'appelle due diligence. C'est ces capacités, exercice de vérification de l'information pour savoir si ça correspond à la présentation qui a été faite. Et donc c'est un exercice extrêmement important pour un investisseur capital risque ou pour n'importe quel investisseur. Et donc je commence à faire ça et donc je découvre un peu l'autre côté de la barrière. Et en 99 avec Xavier, on se dit que ça serait pas mal de revenir en France. On avait appris beaucoup de choses aux États-Unis. Xavier, ça faisait 5 ans qu'il était dans la Silicon Valley. Et moi aussi également. Et on s'était dit que c'était un bon moment de monter un incubateur en France. D'accord. Un accélérateur, incubateur. Et donc on revient en France. Et tu me vois sourire parce que c'était vraiment là-dessus très en avance. Je veux dire, il y en avait peut-être déjà un peu, mais enfin c'est très à la mode maintenant. Il y en avait quelques-uns à l'époque et ça a complètement disparu avec l'éclatement de la bulle et c'est revenu effectivement. Dans des formes un peu différentes, mais c'est revenu exactement aujourd'hui et c'est très à la mode aujourd'hui. Et donc, on a rencontré notre troisième associé de chez Serena, donc qui s'appelle Philippe Ayat, d'accord, qui lui aussi montait un incubateur. Et en fait, c'est une rencontre d'hommes. Et en l'espace de quelques jours, on a décidé de fusionner les deux projets qui étaient encore à l'état de papier et de lancer ça ensemble. D'accord. Et donc, on a lancé un incubateur qui s'appelait Kangaroo Village. D'accord. Et donc, vous avez incubé un certain nombre de boîtes. Le modèle, c'est quoi le modèle de l'incubateur? Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui... alors, je parle de ceux de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué. Encore, il y a des modèles qui se ressemblent. Mais il y avait deux types de modèles. Il y avait soit l'incubateur qui disait « j'ai des idées ». Et je les mets sur une étagère et je trouve des gens pour les développer pour moi. Ce qu'on va appeler un startup studio aujourd'hui, par exemple. Startup studio, exactement. Ouais. Et puis l'autre, c'était de dire, on a des entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'équipe complète, qui n'ont pas encore tout finalisé sur leurs idées, et on va les aider à accélérer leur business. D'accord. Donc on supplée finalement aux sociétés pour les aider en marketing, en développement, etc. Et donc ça c'est une aventure qui est bien partie. On avait de superbes locaux, on avait des investisseurs et en fait avec l'éclatement de la bulle, quasiment tous, et je crois même voir tous les incubateurs ont disparu les uns après les autres et on a eu la chance de pouvoir trouver un acquéreur. Et c'est la Société Générale qui a racheté l'incubateur Kangaroo Village. D'accord. Et donc du coup là, la Société Générale qui avait pour objectif de continuer à incuber, qui avait surtout besoin d'une équipe pour gérer leur FCPI, donc leur fonds défiscalisés. D'accord. Et ils avaient levé beaucoup d'argent et ils avaient besoin d'une équipe pour faire des nouveaux investissements, pour gérer le portefeuille existant. Et donc, ils ont acheté l'incubateur aussi pour récupérer l'équipe, pour faire cette gestion-là pour eux. Et voilà. Et on a fait ça pendant quelques années. Donc, tu te retrouves projeté, c'est ce qui est intéressant, hein, pour bien le noter, c'est que tu te retrouves projeté avec Xavier. Moi, c'est à la Société Générale que j'ai connu Xavier, ouais, à la Défense, dans une grande tour. C'est impressionnant. Et c'était donc la SGAM, hein, au moins Société Générale Asset Management, donc voilà. La partie Asset Management de la Société Générale. Et en effet, donc du coup, vous vous êtes retrouvés tous employés par la Société Générale. Absolument. Voilà, dans
dans une sorte de grande machine. Comment vous l'avez vécu cette époque? Ou comment tu l'as vécu déjà, mais Comment je l'ai vécu? Je l'ai mal vécu. C'est vrai? Je l'ai mal vécu. J'avais l'impression d'être une bête en cage. Ouais. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à badger le matin. Badger. J'avais beaucoup de mal à aller à la défense. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui on travaillait, que je côtoyais un peu au quotidien. Il y avait énormément de gens de grande qualité à la Société Générale. Donc j'ai découvert un univers nouveau. Donc en termes d'apprentissage, une fois de plus, c'était très intéressant. Des gens qui étaient structurés. J'ai découvert ce que c'était que l'inspection. J'ai découvert ce que c'était que le contrôle des risques et autres organes de vérification dans des grands groupes. Donc je crois qu'en termes d'apprentissage, c'était super. Et puis surtout, on avait une grande autonomie. Et on avait près de 60 sociétés dans le portefeuille. D'accord. Et presque 250 millions d'euros sous gestion. Et donc, pour des entrepreneurs, c'était aussi que nous sommes, un moment assez excitant de pouvoir toucher à toutes ces choses. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé finalement impliqué, pas dans une aventure entrepreneuriale, mais dans une multitude d'aventures entrepreneuriales. Et on a touché à plein de choses. On a vu plein de choses. On a vu des retournements, on a vu des croissances extraordinaires, on a vu des introductions en bourse, on a vu des fusions, des acquisitions de sociétés. Donc, on a vécu en l'espace de quelques temps un condensé de ce qu'il faut généralement des années et des années à un fonds d'investissement pour vivre. On a vécu tout ça en l'espace de 5 ans. Sachant que vous étiez encore très jeune aussi pour ce genre de... On est rentré et on avait 30 ans et donc en l'espace de 5 ans, on a fait ça. Fantastique. Et du coup, vous avez vécu tout ce que vous avez peut-être, enfin une partie de ce que vous avez pas tout évidemment, mais reconstruit après, sauf la levée de fonds. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, il y avait déjà l'argent, c'est ça? Il y avait déjà l'argent et le réseau de la Société Générale collectait de l'argent un peu automatiquement. D'accord. Et au bout de 5 ans, on avait un peu fait le tour des choses. Et on voulait absolument retrouver notre liberté d'entrepreneur. On avait besoin de pouvoir s'exprimer comme on voulait. Et donc on en a discuté avec nos dirigeants à la Société Générale en disant écoutez, voilà, il faut qu'on parte vivre d'autres aventures. Et donc avec leur aide, on a monté le fonds Serena 1. Donc on a imaginé Serena Capital, et Serena Capital, une fois de plus, le fil conducteur dans ma carrière, dans tout ce qu'on fait chez Serena, c'est la logique d'entrepreneur. Ouais. Et on s'est dit, on veut faire un fonds qui soit par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. C'était plus, faisons du bottom-up plutôt que du top-down. Ouais. Ne prenons pas les entrepreneurs de haut, déjà on savait pas le faire, et ce qu'on voulait vivre, c'était d'autres aventures entrepreneuriales à côté d'entrepreneurs. Donc on avait notre propre aventure sur Serena, et on s'est dit on va continuer, on sait faire de l'entrepreneuriat, on a monté nos sociétés en France, aux États-Unis, faisons un fonds qui nous ressemble et qui sera innovant sur la place française, un peu à l'image de certains fonds de la Silicon Valley déjà à l'époque, et reproduisons ça en montant Serena Capital. Donc ça, c'est un fonds de capital risque, de venture capital. On va réexpliquer en cours, en 1 minute peut-être, toutes les étapes, toutes ces choses-là, sachant que toi, ton métier aujourd'hui, pour simplifier au maximum, c'est de dire à des gens: regardez, je collecte de l'argent. Vous avez un peu d'argent, des entreprises, des particuliers. Donnez-moi un peu de votre argent. On va l'investir dans des sociétés potentiellement à risque, mais à haut potentiel. Donc ça va soit très haut, très fort, soit ça crache. Très bas, très fort. Très bas, très fort, voilà. De temps en temps, ça stagne un peu, mais c'est assez rare. Mais dire, voilà, donnez-moi 10 millions, 100 millions. Enfin, au total, c'est des fonds tu vas nous expliquer un peu tout ça. Et vous opérez sur une partie spécifique de la vie de l'entreprise dans les levées de fonds. Je te laisse... Alors tout à fait. Alors, donc,
effectivement, le métier d'investisseur capital risque, déjà, il se fait avec de l'argent. Donc, on a levé des fonds. Donc, le premier fonds, il a fait 100 millions d'euros. Dont une partie de la Société Générale. Dont une partie des clients de la Société Générale. Ouais. Et une autre partie d'institutionnels, notamment de la BPI, qui a un rôle essentiel dans l'écosystème français. Et fort de ce montant, on a cherché du deal flow. On est allé chercher des dossiers d'investissement. Certains entrepreneurs sont venus à nous. On avait déjà une certaine réputation qu'on avait développée quand on était à la Société Générale. Donc les entrepreneurs sont venus à nous en disant voilà, on cherche de l'argent. Alors la spécificité du capital risque, c'est que nous prenons des participations en capital, à défaut de donner de la dette ou d'avoir des obligations. Nous, on rentre véritablement dans le capital des sociétés. Tu prêtes pas de l'argent. À savoir que plus une société est jeune, plus sa denrée rare, c'est le cash. Et donc, de ce fait, la denrée un peu moins rare, c'est le capital. Et à fur et à mesure que cette société évolue et mûrit, c'est le cash qui devient la denrée moins rare et le capital qui devient plus rare. Et donc, si on réussit bien notre aventure, on a du capital de société qui se développe bien. Et la construction de ce portefeuille, parce que comme tu l'as indiqué, il y a des sociétés qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien. Et en fait, la thèse de Serena, c'est de pouvoir s'asseoir à côté des entrepreneurs pour essayer de faire en sorte que toutes les sociétés marchent. D'accord. Et donc, on a un morceau de capital de ces sociétés. Voilà un peu le fonctionnement. En 2008, quand on se lance, on est les seuls à être par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Mmh. Et au fil des années, on a approfondi notre volonté d'aider à exécuter. Et on a développé toute une équipe de operating partners qui sont là pour nous aider de manière très concrète et surtout aider les sociétés du portefeuille sur des sujets tels que les ressources humaines, tels que la finance, tels que la communication, la mise en service de produits. Voilà, donc c'est surtout ça, Serena, c'est cet accompagnement, d'être très proche de l'entrepreneur et d'être du même côté de la table et de vivre l'aventure avec l'entrepreneur. Ce qui a un côté pile et un côté face. Alors, je l'ai pas forcément entendu à propos de Serena, mais c'est vrai que quand on vit dans un monde d'entrepreneurs comme nous, on a des gens qui aiment le fait qu'un fonds les accompagne et d'autres qui voient ça comme un peu le ver dans la pomme. Absolument, ouais. Et donc du coup, vous le ressentez, ça de temps en temps, des gens qui veulent peut-être pas trop que vous... Absolument, c'est une discussion et c'est un choix assez personnel et de l'entrepreneur qu'on respecte entièrement. C'est juste pas nous le bon partenaire. C'est-à-dire que il y a des fonds qui disent moi je vous confie de l'argent et on se revoit dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Mmh. C'est pas le modèle de Serena. Le modèle de Serena, c'est de dire on veut vivre l'aventure avec toi, l'entrepreneur, et on veut s'asseoir à côté de toi et t'aider. Alors c'est toi le patron, d'accord, mais on est là pour t'aider et t'apporter tout le soutien qu'il faut quand tu veux. D'accord. Donc on est à disposition de l'entrepreneur. Et donc on s'entend avant de faire l'investissement pour être sûr qu'on est justement avec des entrepreneurs qui sont dans cette démarche-là, à savoir qu'il y a plein d'entrepreneurs très successful, à succès, qui ont pas besoin ou qui n'ont pas envie de cet accompagnement. Et du coup, vous arrivez aujourd'hui, vous avez investi dans quelle boîte? Il y a eu des très gros succès, je crois. Hein. Alors, il y en a des très connus évidemment, mais il y a aussi des belles reventes. Qu'est-ce qu'on peut citer? Oui. Alors bon, je dirais qu'il y a des sociétés qui sont, il y a celles qui attirent l'œil parce qu'elles sont B2C, c'est-à-dire ce sont des marques connues sur la place. On a eu la chance de participer à des aventures telles que Sarenza par exemple, ou Parrot, plus récemment Aramis, La Fourchette. Donc ça belle revente.
c'est des belles aventures. Santévet, qui fait de l'assurance santé pour chiens et chats, ça a été aussi des belles aventures et des belles marques. Et il faut voir aussi qu'un fonds comme Serena, qui spécialise dans la technologie, investit aussi dans des sociétés qui sont B2B, donc qui s'adressent à des entreprises et qui sont beaucoup moins connues, voire complètement inconnues du grand public, sur des sujets qui peuvent être rébarbatifs du grand public. Voilà, c'est généralement pas cela que je cite quand je vais dans des cocktails. Mais on a vu quelqu'un que j'ai accueilli sur ce podcast, Bruno Lévesque, PrestaShop notamment, exactement. Qui est B2B, qui est moins connu, qui est connu dans la tech, mais qui est moins connu dans dans lequel vous êtes rentré assez tôt, hein, je crois. Exactement, on est rentré assez tôt dans ce projet-là et effectivement on accompagne Bruno et PrestaShop depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Voilà, donc c'est un peu moins connu du grand public. Et après, on a même une société en Suisse qui fait de l'électronique embarquée dans le ferroviaire. Voilà. D'accord. Donc afin de pas endormir tous tes auditeurs, on va pas trop en parler, mais ça a été une très très belle aventure, à la fois humaine et financière. Et du coup, dans tout ça, aujourd'hui, vous êtes, j'aurais 1 million de questions là-dessus, mais vous êtes placé sur un endroit, vous faites pas de ce qu'on appelle, il y a plusieurs étapes dans les levées, hein. Il y a donc le love money, tout ce qui est famille, amis, etc., donc qui viennent généralement très tôt, qui vont mettre 10, 15, 20, 50 000 euros selon la richesse de sa famille et de ses amis, potentiellement jusqu'à un peu plus, pour une petite partie du capital. Puis après, on a le seed. Puis après, on a la série A, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, série B, série C, dans les plus grosses aventures. Absolument. C'est loin de là. Vous êtes placé sur série A, série B, en gros. Alors, on a 2 familles de fonds. D'accord. On a une famille qui sont nos fonds Data Venture, qui sont très orientés intelligence artificielle, big data, et qui rentrent dans des couches assez profondes technologiques. Et là, on fait du seed et du A. Donc, on peut rentrer sur des montants qui vont de 500 000 à jusqu'à 1,5 million. D'accord. Voilà. Et on a tout l'accompagnement qui va avec. Et puis, on a une deuxième famille de fonds qui rentrent dans des tours d'accélération qui sont autour du tour B et des tours C. Donc, qu'est-ce qui qualifie une société en seed? Généralement, elle n'a pas encore tout à fait fait sa preuve de concept. Elle est peut-être encore sur des POC, des proof of concept. Et donc, elle a pas tous les éléments sont encore en place. Okay. En seed et en tour A, on a déjà probablement une version 1.0 du produit et un peu de revenus, de chiffre d'affaires. Et quand on rentre sur le tour B, on a généralement quelques millions de chiffres d'affaires et une certaine accélération en vue du business. C'est-à-dire que il reste, entre guillemets, parce que c'est toujours plus facile à expliquer de manière théorique, il reste plus qu'à mettre de l'argent pour accélérer le business. C'est jamais aussi simple que ça, bien entendu. Et donc, on spécialise chez Serena sur ces phases d'accélération forte qui permettent à des sociétés de passer de 30 à 200 personnes, qui permettent de passer de 3 millions à 40 millions de chiffre d'affaires. En gros, on dit, tu as trouvé ton marché, tu as trouvé ton business, il faut une forte croissance parce que en fait, vaut mieux passer si je voulais mettre ça dans l'univers des boutiques, par exemple, vaut mieux passer de 3 à 200 boutiques en 2 ans plutôt que de passer de 3 à 10 boutiques parce que finalement, tu auras plus de croissance, tu créeras plus de valeur. C'est le choix de l'entrepreneur, mais si c'est son désir d'accélérer et d'aller chercher tout le marché national ou tout le marché européen ou tout le marché mondial, oui. Parce qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs qui aujourd'hui voient le marché mondial comme étant leur terrain de jeu, et ça, on trouve ça extrêmement excitant. À ce moment-là, oui, on est là pour les accompagner. Si un entrepreneur, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, décide de rester sur une taille de société confidentielle, donc beaucoup plus petite, à ce moment-là, il vaut mieux pas lever de l'argent. C'est quoi pour toi, ça n'arrive peut-être pas dans la vraie vie, mais une répartition parfaite, je veux dire, c'est quoi le chemin parfait? Je suis tout seul, là, mettons, on est deux associés, alors on va avoir 51, 49, 50, 50, peu importe. Je fais rentrer la famille, je leur laisse 10%. Enfin, c'est quoi le cheminement, seed, série A, série B, si tu devais,
Alors ouais, effectivement, je vais te donner la théorie, puis après, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais je suis bien placé pour le savoir. Ce qu'on voit régulièrement, c'est en seed, c'est 10 à 15% du capital qui est donné aux investisseurs, et après pour un montant qui va de 50 à 200 ou de 500 à 2 millions. D'accord. 500 000 à 2 millions, ça inclut le seed et Series A qui sont assez proches finalement. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a une dilution globalement de 25% par tour de table. D'accord. Après, en B, en C, en D. Et donc, si l'accélération prend trop de temps, il y a eu trop d'argent, les entrepreneurs se retrouvent trop bas au capital. Et auquel cas, on trouve des mécanismes de rolution pour être sûr que la motivation est encore là et que l'entrepreneur est suffisamment, entre guillemets, chez lui pour continuer l'aventure. D'accord. Et alors tu as parlé d'intelligence artificielle, de big data, qui est un des nouveaux fonds que vous avez lancé. C'est quoi les dossiers hot du moment, je veux dire, sans parler d'entreprise éventuellement, mais sur quoi on se lance en ce moment pour excuse-moi, faire bander un investisseur? Non, je crois que au lieu de répondre de manière spécifique, en plus c'est très misogyne, donc excusez-moi, tout de ce que je viens de dire, c'est absolument affreux. Je retire tout ça. Non, de manière plus, je vais répondre à ta question de manière plus pérenne dans le temps, parce que si je devais te donner une réponse aujourd'hui, elle serait valable 3 mois, et dans 3 mois ou dans 6 mois, elle serait plus valable. Et je crois que aujourd'hui, il y a une véritable révolution qui s'effectue sur la capacité de traiter des données. Donc dans ce qu'on appelle le big data. Ce traitement est aussi appelé intelligence artificielle. Et ça, c'est véritablement un changement complet. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on collecte des datas, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'on a mis en place des capteurs, des collecteurs de data depuis de nombreuses années, mais on ne sait pas véritablement quoi en faire. Donc on collecte et on se dit le data lake. Ça va servir à quelque chose, mais en fait finalement ça ne sert pas à grand-chose. Et là aujourd'hui on a des technologies, des logiciels qui sont en train de se mettre en place et qui permettent justement de traiter cette information. Et quand tu traites ça quasiment en temps réel, ça te donne des informations, quel que soit le secteur de l'activité dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que je réponds pas tout à fait à ta question, parce que c'est quelque chose, il faut voir l'intelligence artificielle et le big data comme quelque chose d'horizontal. D'accord. Et toutes les verticales sont affectées par ça, que ça soit l'industrie lourde, que ça soit la banque, que ça soit l'assurance, que ça soit quasiment toutes les verticales de tous les marchés. Sans intelligence artificielle, sans traitement de big data, vont avoir beaucoup de mal à passer le cap suivant. Et les sociétés qui auront la main mise là-dessus, et d'où l'importance notamment d'accélérer vite, notamment par rapport à des gens comme Google qui auront accès à cette big data, de cette data, ça devient crucial. Au-delà de la data, ils ont accès aussi au flux, c'est-à-dire à un flux phénoménal quotidien, permanent, etc. Je veux dire, avoir accès à une data qui est là, qui est immobile, c'est quelque chose, mais c'est vrai que le Google, Facebook, Amazon, Apple ont vraiment, c'est vrai, c'est fantastique. Et du coup, c'est phénoménal. C'est une révolution. C'est une révolution, et quand on est constructeur automobile aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important? Savoir construire le véhicule ou savoir gérer les datas pour rendre des services aux conducteurs? Et clairement, c'est la deuxième. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je vais dire est atroce pour les constructeurs automobiles, mais tout le monde peut construire une automobile. Vous prenez Tesla, il y a 10 ans, n'existait pas, et aujourd'hui, ils construisent des voitures. Alors, est-ce qu'ils les construisent aussi bien que un constructeur qui est là depuis des années? Probablement pas, mais en tous les cas, suffisamment pour vendre plusieurs milliers de véhicules chaque année. Et donc, la tôle, l'habitacle en soi, même tout ce qu'on met comme sécurité, c'est quelque chose, c'est devenu une commodité pour le consommateur. Et en fait, ce qui va compter, c'est les services qui sont rendus par la voiture au consommateur. Or, ça, c'est la maîtrise
de la data qui va permettre ça. C'était un peu le sujet du podcast précédent avec Bertrand Altmaier qui vient de se faire racheter deux sociétés, Usofleet et Marcel par Renault, et qui m'expliquait aussi au-delà du podcast que la vision que doit avoir un constructeur automobile, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, les particuliers n'auront probablement plus de voiture, puisque déjà ils ne conduiront plus, puisque la voiture autonome en 2035, mettons, on sera dos à la route tout le temps, donc on regardera même plus la route, puisqu'on ira de Paris à Marseille ou un peu plus près. Voilà, donc à partir du moment où on conduit plus, est-ce qu'on a besoin d'avoir sa propre voiture? Il y a peu d'intérêt, finalement, ce sera des objets qui passeront comme ça dans la rue, et puis il y en a un qui s'arrête pour vous prendre, vous emmener d'un point A à un point B. Point. Donc en effet, si on n'est que constructeur automobile, on sera dépendant de celui qui maîtrise ce flux, qui peut être Uber, qui sera Google, qui sera... Voilà. Exactement. Et donc ça, on le retrouve. Alors j'ai pris l'automobile comme exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle industrie, les médicaments, n'importe quelle, que ça soit, même dans le bancaire, dans l'assurance, dans les compliance, à peu près tous les secteurs. Très bien. Donc, on va aller creuser du côté de la data. Ah, c'est super excitant. Très bien. Très rapidement, quelques petites questions avant de te laisser. Deux questions sur le master. T'es très impliqué dans ce master Innover Entreprendre, qui est l'un des meilleurs masters au monde. Faut le signaler parce que c'est aussi pour ça que je suis fier d'en être. Hein, mais je donne ma toute petite, deux petites briques parce que je coach et puis en plus je fais les admissions, et ça aussi c'est quelque chose que vous m'avez permis de faire, qui me permet de rencontrer des jeunes, souvent jeunes d'ailleurs, mais moins jeunes, mais extraordinaires. Parcours très varié, c'est ce qui est hallucinant. Vous faites venir des gens qui ont fait MIT, Stanford, et puis d'autres qui viennent alors ça veut rien dire, je veux pas dire nulle part, mais qui viennent pas d'endroits aussi prestigieux à l'entrée, et on voit dans les oraux des gens extraordinaires. Tu peux nous raconter ça? C'est quoi ta thèse là-dessus? C'est quoi ton ambition? Alors là-dessus, c'est effectivement un master. Donc j'ai commencé à intervenir dans ce master en 97-98. Donc très jeune et très tôt après la sortie d'école. Et la raison étant que j'avais pas eu une expérience extraordinaire en termes d'entrepreneuriat quand j'étais à l'ESCP. Et je voulais absolument revenir et apporter et transmettre. Et donc, comme j'habitais dans la Silicon Valley, un de mes profs m'avait dit, tiens, écoute, viens nous raconter la Silicon Valley. Donc, la première année, j'ai donné quelques heures de cours, puis quelques heures de cours de plus l'année suivante. Et en fait, 3 ans plus tard, ce prof est parti. Et je me suis retrouvé un peu à gérer la totalité du master, un peu pas malgré moi, parce que c'était très excitant, mais je voilà, impliqué fortement dans ce master depuis l'année 2000. Et dans un premier temps, c'était aussi une manière pour moi d'apprendre énormément. Et dans la transmission, c'était ce côté pragmatique et ce côté aventure humaine. Ouais. Et c'est des promos de 35 étudiants chaque année. Et ça permet de vivre 35 aventures humaines différentes avec chacun des étudiants. Et donc, on essaie de composer comme un sélectionneur d'équipe nationale, de rugby ou de foot, on prend des éléments qui vont être cohérents les uns avec les autres. Et un entrepreneur, c'est généralement quelqu'un à fort caractère, et donc il faut rassembler tous ces gens-là dans la même pièce. Et effectivement, on prend des profils différents, des profils ingénieurs, des profils écoles de commerce, des pharmaciens, des gens qui ont différents backgrounds. Et aussi, on a grosso modo un tiers de nos promos chaque année qui sont des étrangers. Ouais. Et qui viennent de partout dans le monde, mais vraiment partout. Cette année, on a une Coréenne, on a déjà plusieurs personnes chinoises, d'Amérique du Sud, de Chinois, etc. Donc, on a vraiment des gens qui viennent de partout. Et donc, on crée une cohésion de groupe et on a la même passion, l'entrepreneuriat. Et comment on fait ensemble et individuellement pour récupérer ce premier chèque du client.
Et donc, ça repart exactement à ce que j'ai toujours fait. C'est toute cette logique de comment on va chercher ce premier chèque auprès des clients et de transmettre ça auprès des nouveaux entrepreneurs. Et j'insiste sur le fait qu'il faut pour les plus jeunes ou ceux qui ont besoin encore d'expérience, mais pas hésiter. Il n'y a pas de barrière à l'entrée là sur ce. Enfin, c'est une question d'envie, de passion. Faut pas. Il faut des études. Il faut des études, mais je veux dire, il n'y a pas de barrière dans le sens où, en effet, tu as raison, il y a quand même cette barrière, mais c'est pas parce que tu as fait un IUT à Marseille, moyenne catégorie, pas bien noté dans je sais pas quel les trucs, et puis qu'après tu as eu tel et tel master 1, etc., que tu peux pas rentrer. C'est pas un master pour des élites, c'est un master qui transforme tout le monde en élite. Exactement. Et donc on prend tout le monde. Alors on prend tout le monde. La sélection est assez rude, assez dure, parce qu'on a 150. On est de l'ordre de 1 sur 5. Mais le 1 sur 5, c'est pas forcément qu'une histoire de notes. C'est surtout avant tout une histoire de passion et de volonté de devenir entrepreneur. Exactement. 3 petits tips, je sais pas, est-ce que tu utilises des outils spécifiques, je vois que tu es sur iPhone, pour travailler, des petites choses que tu peux nous donner, qui améliorent ton quotidien, de l'organisation Non, j'ai la chance de pas dormir beaucoup. C'est vrai. Voilà, donc, donc ça me permet de passer plus de temps au travail. On n'a pas parlé de beaucoup de pans de ta vie, donc on y reviendra, j'espère, un jour, parce que au-delà de Serena, tu es aussi investisseur directement avec Xavier souvent ou avec tes associés dans des plus petites aventures. Tu gardes ce lien direct que tu crées souvent dès l'origine. Absolument. Que ce soit des restaurants de bagels, que ce soit, tu peux peut-être en citer d'autres, mais parcs animaliers. Ouais, des parcs animaliers, des tas de choses vraiment toujours incroyables dès qu'on en parle. Donc on a cette passion commune que vraiment j'adore partager avec toi. Est-ce que toi tu recommanderais aujourd'hui un jeune d'aller dans la vallée là comme tu l'as fait, de te dire dans la Silicon Valley, de dire s'il a envie, ça me fait kiffer, j'y vais, c'est le moment? Le seul conseil que je donnerais, c'est de tout faire à fond et d'engranger un maximum d'expérience. Quelle que soit la nature de cette expérience, tant qu'elle est faite à fond, c'est bon. Alors c'est clair que la Silicon Valley a l'avantage d'apporter énormément d'opportunités dans un condensé d'espace. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup de choses à portée de main, mais partir sur une plage à Hawaï pour faire du surf et monter un magasin de surf peut avoir également beaucoup de vertus. Être dans la fin fond de la campagne chinoise peut également enseigner énormément de choses. Donc il n'y a pas j'ai pas un endroit ou une chose à dire allez là à tel endroit et faites telle chose, mais c'est surtout faites tout à fond. C'est la manière dont c'est fait. Et au bout d'un moment, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que cette expérience chinoise au fin fond de la campagne à construire des huttes, je ne sais pas où, voilà, finit par servir. Et ça fait partie de son apprentissage et ça permet aussi d'apprendre à apprendre, ce qui est le plus important, et à être flexible plus tard. Et donc d'avoir une vue d'esprit complètement différente. Ça me fait vraiment penser à c'est la campagne chinoise qui m'a fait tilter là-dessus, mais à cet échange que j'ai eu avec Sébastien Kopp, le fondateur des baskets Veja, que je te recommande d'écouter, que je recommande à tous ceux qui l'ont pas écouté d'écouter, parce que c'est 2 fois 1 heure, mais c'est très très riche en enseignement. J'y manquerai pas. Et il explique notamment ces voyages qu'il a fait pour des grandes entreprises à travers le monde entier, l'enrichissement qu'il a pu avoir pour finalement finir au fin fond du Brésil pour fabriquer des baskets et il a reconnecté sous tous ces dots, comme tu le disais tout à l'heure, et on sent vraiment ce parcours qui est peut-être le lien de toutes les personnes que j'ai pu avoir sur ce podcast. Écoute Marc, je te remercie, c'était une super discussion. Merci à toi, c'est un plaisir. J'espère qu'on aura la chance de la continuer un jour, et puis longue vie à Serena, longue vie à toi, tes associés, et puis à très bientôt. Bravo pour ce que tu fais, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous.
Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.